Devant nous, dans ce pick-up, une unité des forces spéciales ukrainiennes. Ces hommes ont accepté de nous emmener sur ce qui est peut-être l'une des plus belles victoires militaires terrestres de l'Ukraine depuis le début de la guerre. La bataille s'est déroulée à quelques kilomètres d'ici, entre le 7 et le 16 mai. Près d'une centaine de blindés russes ont été détruits. Plusieurs centaines de soldats de l'armée de Vladimir Poutine auraient été tués. À quelques dizaines de mètres de la forêt, ces deux soldats nous guident sur ce chemin de terre. Ils nous indiquent la présence de mines. Un peu plus loin, pour des raisons de sécurité, nous poursuivons le chemin à pied avant de découvrir ceci. Un champ de bataille en pleine forêt. Une casse géante pour engins militaires. Autour de nous, des dizaines de carcasses calcinées. À une centaine de mètres d'ici, la rivière Donetsk, au-dessus de laquelle passe un pont en dur, il a été entièrement pulvérisé. Les chars qui sont arrivés sur cette berge ont réussi à le faire grâce à des ponts flottants, 9 d'entre eux également entièrement détruits par l'artillerie ukrainienne. À présent, l'heure est à la récupération. Ici, des munitions, là, des grenades et un lance-roquettes. Car si la bataille a été gagnée ces derniers jours, les Ukrainiens en sont persuadés. Les Russes vont repartir à l'assaut. Ces dernières heures, ils ont intensifié leurs frappes sur la région. À quelques kilomètres de là, l'autoroute que nous empruntons pour repartir, axe majeur dans cette partie du Donbass, est intensément bombardée. Et on va retrouver justement Thomas Misraki qui était dans la matinale d'LCI ce matin. Écoutez-le sur les conditions de réalisation de son reportage. C'était absolument incroyable. Il faut dire que pour se rendre sur place, ça a été relativement compliqué. 24 heures avant, nous avions localisé le village qui nous semblait être le plus proche du champ de bataille. Une fois que nous avons localisé ce village, nous nous sommes rendus sur place. Mais ça a été compliqué de se rendre sur place parce que lorsque nous avons emprunté l'autoroute pour nous y rendre, eh bien, une offensive était en cours, offensive ukrainienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'artillerie ukrainienne était active, mais ça veut dire aussi que les Russes allaient riposter. Ça n'a pas loupé. Quelques heures plus tard, les Russes ont riposté et donc cette autoroute était complètement coupée. Nous étions en quelque sorte pris au piège. Nous nous sommes rendus dans ce village pendant que les échanges de feu étaient en cours. Sur place, nous avons essayé de trouver des informations pour tenter de localiser ce champ de bataille, mais personne à qui nous avons pu parler dans ce village ne savait précisément où avaient eu lieu ces attaques. Nous avons été interpellés par des militaires ukrainiens qui nous ont fait sortir du village. Ils nous ont pris avec eux et ils nous ont amenés dans l'une de leurs bases, une base cachée dans laquelle ils nous ont demandé d'attendre 1 heure environ. Cette heure s'est transformée en 3 heures. Au bout de 3 heures, ils sont revenus. Je vous avoue que pendant ces 3 heures, on s'est posé quand même beaucoup de questions. Ils nous ont ensuite ramené ces militaires, non seulement dans ce village, mais au-delà de ce village, sur le lieu de l'attaque. Et très franchement, eh bien, c'était finalement le bon choix d'attendre et de leur faire confiance pour 2 raisons. D'abord parce que le lieu de l'attaque était caché dans une forêt. Ça aurait été très difficile pour nous de le trouver aussi rapidement. Et puis, deuxièmement, une grande partie de la zone d'accès à ce champ de bataille avait été minée et ça aurait été une pure folie d'y aller seul. Voilà, sur les conditions de travail particulièrement compliquées des envoyés spéciaux d'LCI, Thomas avec Adrien Nacco à ses côtés. Revenons maintenant sur le contexte de cette bataille de chars avec ce récit d'Ignacio Bornassin. Des chars russes, détruits par dizaines. C'est la fin d'une bataille, filmée par des drones de l'armée ukrainienne. On y voit ce char couler à la dérive, sur lequel un soldat russe est pris sous le feu ukrainien et qui se jette à l'eau pour prendre la fuite. C'est le théâtre d'une embuscade qui a détruit tout un bataillon de l'armée russe. Nous avons assemblé les images satellites du lieu. Sur plusieurs centaines de mètres, nous comptons une 50aine de blindés carbonisés. D'autres gisent encore au fond de la rivière. Les experts militaires estiment qu'au moins 300 soldats russes auraient été tués. L'embuscade a eu lieu aux abords du village de Bilorivka sur la rivière Donetsk, frontière naturelle avec la zone sous contrôle russe. L'armée russe avait déjà franchi cette rivière il y a 1 mois. Connaissant désormais les méthodes russes et le terrain, l'armée ukrainienne a tendu un piège mortel qui aurait été imaginé par ce soldat ingénieur. Il le raconte sur les réseaux sociaux, un récit largement diffusé par l'armée ukrainienne. Le fait d'avoir des héros, des personnages qui incarnent cela,
c'est beaucoup plus puissant qu'un communiqué de victoire, un communiqué d'opération un peu sec, un peu bureaucratique. Et donc voilà, donc ça donne du courage à la population civile, et puis ça stimule aussi la combativité. Une victoire encourageante pour l'armée ukrainienne qui résiste encore dans l'est du pays. 1200. Magali, comment ça s'est passé? On voit l'image et le tweet de ce soldat ukrainien. En fait, il a fait un raisonnement parfait. Oui, alors c'est vrai qu'il est devenu un héros en Ukraine. Il s'appelle Maxime, et c'est vrai que sur son compte Twitter, on suit tout le déroulé justement de ce guet-apens. Lui, c'est un soldat du génie ukrainien spécialisé dans les explosifs. Alors, évidemment, tout ce récit est difficile à authentifier, mais voilà en tous les cas ce qui on est est dans la propagande ukrainienne. On va suivre le fil Twitter, je vous raconte ce qu'il explique. Le renseignement ukrainien repère très vite cette colonne qui s'approche de la rivière Donetsk. Et donc ce soldat, il est chargé d'aller sur les lieux pour essayer d'anticiper l'endroit où les Russes pourraient essayer de traverser. Et manifestement, d'après son récit, tout de suite, il comprend que ce pourrait être à l'endroit où effectivement ils ont traversé. À cet endroit-là, la rivière est large de 80 mètres. Une sorte de gué. Voilà. Et donc, il prévient sa hiérarchie sur les moyens qui, à son avis, vont être mis en place par les Russes pour traverser et mettre en place un pont flottant. Donc, tout est bien prévu. Il raconte qu'il est même sur place lorsque les Russes tentent en effet la traversée. Il a un drone qui lui permet de suivre ce qui se passe, et il raconte plusieurs jours de combat, parce que ça ne s'est pas passé en quelques heures. Tout ça est très long, parce que les Russes tentent de traverser, et les Ukrainiens, de manière très intelligente, attendent qu'il y ait déjà une cinquantaine de chars russes au milieu pour tirer. Derrière, ça crée évidemment un embouteillage sur la rive d'en face où sont massés les Russes. À ce moment-là, les Ukrainiens attaquent le convoi russe de l'autre côté, et ça prend plusieurs jours. Cette bataille, elle est longue. Et ce fameux soldat raconte un récit assez homérique, hein, c'est vrai, où les bombardements sont intensifs, les tirs d'artillerie extrêmement... Mais c'est un piège qui se referme sur les Russes, qui était attendu. Et on voit le résultat, ces immenses colonnes de chars qui sont calcinés. Ce sont des dizaines de chars, au moins 300 soldats russes qui auraient été tués. Et c'est vrai que ce jeune soldat qui en fait le récit sur les réseaux sociaux est devenu un héros national. Comme le disait Pierre Servan dans le sujet, c'est plus utile qu'un simple communiqué des autorités pour raconter. Ça met en fait une histoire dans l'histoire. Et c'est là où les Ukrainiens, une fois de plus aussi, sont très habiles dans la manière de communiquer. Depuis le début la guerre de la communication.